Madame, Messieurs, vous suivez Congo Buzz Télévision. Merci de votre fidélité. Les titres du journal, la marche de soutien au FARDC organisée par l'intersyndicat du Congo a été annulée ce mercredi 13 juillet par l'hôtel de ville de Kinshasa. Tôt ce matin, un dispositif sécuritaire a été déployé pour disperser les marcheurs. Un geste qualifié de sabotage par l'intersyndical du Congo et des réactions se suivent au lendemain de la menace du gouvernement tanzanien de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la République démocratique du Congo bloquée depuis 2020 à Dar es Salaam. Maître Joe Mukuna révèle que dans le cahier des charges, il était clairement mentionné que cette société avait l'obligation de rendre ces maisons préfabriquées dans les lieux bien indiqués. Vous l'entendrez dans ce journal. Enfin, il faut une alimentation équilibrée pour renforcer son système immunitaire et fournir au corps des protéines dont il a besoin pour lutter contre toute attaque extérieure et protéger l'organisme contre les bactéries. C'est ce que dit Mutamba Mpoyo, spécialiste en nutrition. Vous l'entendrez dans ce journal. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Je le disais dans les titres, la marche de soutien au FARDC organisée par l'intersyndical du Congo a été annulée mercredi 13 juillet par l'hôtel des villes de Kinshasa. Tôt ce matin, un dispositif sécuritaire a été déployé pour disperser les marcheurs. Indigné de cet acte, l'intersyndical du Congo qualifie le comportement des éléments de la police d'un sabotage car selon lui, les autorités ont été suffisamment informées. L'intersyndical exige par ailleurs la libération sans condition de leurs collègues arrêtés par la police. Écoutez leur déclaration au micro des Jansi Rachidi. Nous sommes venus parce que nous avions une activité. On avait organisé une marche de soutien à nos FARDC qui devrait commencer depuis la gare centrale jusqu'au niveau de la prémature pour aller déposer notre mémo. Malheureusement, depuis hier, nous étions en contact avec les autorités. On n'a pas reçu l'information que la marche était annulée. Subitement, ce matin, on vient sur les lieux indiqués, on trouve qu'il y a eu un dispositif très renforcé des éléments de la police. Donc, c'est comme ça que nous déplorons cette façon de faire. Parce que l'objectif de cette marche était pour soutenir les FARDC qui mouillent leur maillot sur le champ de tir pour protéger la République démocratique du Congo. Donc nous, les travailleurs congolais, nous estimons que ce qui s'est fait, c'est vraiment un sabotage à notre égard. Et aussi, nous voulons que dans un délai raisonnable, tous les camarades qui sont arrêtés par la police soient libérés. Donc nous exigeons leur libération sans condition. Parce que la marche a été autorisée, l'autorité a suffisamment été informée que la marche aura lieu aujourd'hui et dans un itinéraire bien défini, en concertation avec lui-même et l'autorité. Malheureusement, on ne peut pas comprendre qu'il y a rétropédalage. On nous dit que la marche est interdite. Finalement, qu'est-ce que l'on veut? Finalement, on ne comprend plus rien. Nous demandons aux autorités de pouvoir faire un effort pour respecter les syndicalistes. Parce que nous sommes les travailleurs. Nous sommes indignés de ce qui se passe dans notre pays. C'est comme ça que nous avons voulu apporter notre soutien à l'armée congolaise qui est en train de combattre contre le M23 et ses alliés qui est le Rwanda. Parce que nous voulons que nos voyants militaires puissent rapporter cette guerre. De son côté, la police déployée sur place a indiqué que cette marche était interdite. Selon cette dernière, il existe un arrêté du gouverneur interdisant toute marche dans la commune de la Gombe. Suivez le commandant des génies Alpha, Maker Kinyanga, au micro de Jansi Rachidi. Marche était interdite. C'est une marche non autorisée. Et il y a un arrêté du gouverneur de la ville qui n'a jamais été absolu. Aucune marche aucune, que ce soit des soutiens, des manifestations, aucune marche. Le gouverneur a clairement répondu, il a dit une marche non autorisée. Elle n'a pas autorisé la marche.
C'est ça. La démocratie a cette exigence. Soutien à la République, aux femmes d'essai, à la police, c'est bien, mais faites-les autrement, pas en démarche. Et dans la zone de la commune de la Gombe, il y a un arrêté interdisant toutes les marches, que ce soit des soutiens. Moi, je suis le colonel Dunia Dabaké, je suis commandant Jérémy Alpha, mais chargé de l'ordre, service d'ordre ici. Et comment restaurer l'image des services de sécurité en général auprès de la population congolaise? La question était au centre d'une journée d'échange entre les experts du secteur des sécurités. Ce forum organisé par le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et de justice avec le concours de l'ONG Just Future a abouti à la validation d'une note des politiques sous forme de plaidoyer dans le but des professionnalisations de ce service. Le reportage de David Fidel Luzolo. Autour des organisateurs de cette journée, à savoir les réseaux pour la réforme du secteur de sécurité et de justice et de l'ONG Just Future, que quelques experts issus des universités et d'autres structures qui travaillent dans le secteur de la sécurité ont réfléchi sur la bonne réforme à apporter dans ce domaine. Tous les services de sécurité en général et en particulier l'Agence nationale de renseignement et la police nationale congolaise ont été passés au pain fin à partir des résultats des études qui ont été menées sur ces deux structures. Il ressort de cet échange que beaucoup reste encore à faire. On peut commencer déjà par relire les textes. Si on relit les textes, je pense que ça pourrait mettre déjà de l'ordre et faire en sorte que ces textes soient en accordance, soit en concordance donc, avec donc, la gestion du personnel. Si les textes sont clairement validés, je pense que la gestion et le comportement des agents sur le terrain et le service rendu sur le terrain pourraient donc être nettement améliorés. Pour y remédier, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Nous, on pense avec le réseau pour la réforme du secteur de sécurité et justice développer davantage cette stratégie au-delà de rapports d'études, de publier en de formats simples de 3 pages une note de politique publique sur un point phare, en fait, un peu qui a eu à être soulevé dans le cadre de l'étude faite, et cette note pourra faire l'objet d'un débat public et pourrait d'une certaine manière arriver à influencer les décideurs. Tout est bien qui finit bien. Une note de plaidoyer reprenant les stratégies et d'autres recommandations a été élaborée pour aider les décideurs à arriver à professionnaliser les services de sécurité de la République démocratique du Congo. Son rôle, c'est de rassembler. Je disais dans les titres, menace du gouvernement tanzanien de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la République démocratique du Congo, bloquées depuis 2020 à Dar es Salaam, à qui incombe la responsabilité. Est-ce à l'entreprise de Jamal ou à l'État congolais? Maître Joe Mukuna révèle que dans le cahier des charges, il était clairement mentionné que cette société avait l'obligation de rendre des maisons préfabriquées dans les lieux bien indiqués. Les détails dans ce récit signé une fois de plus Daniel Kamboa. Le gouvernement tanzanien menace de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la République démocratique du Congo, bloquées depuis 2020 à Dar es Salaam. Ces maisons avaient été commandées pour de militaires et policiers congolais dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour les autorités tanzaniennes, le droit des douanes et des pénalités n'ont jamais été payés malgré plusieurs correspondances envoyées au gouvernement congolais. Pour Maître Joe Mukuna, communicateur de l'Union sacrée, la responsabilité incombe à l'entreprise de Jamal. Quand j'ai appris, je me suis dit, il faut ne pas laisser que ces histoires soient vendues aux enchères, parce que ce n'est pas la République qui va gagner. Mais je me suis aussi fait une idée sur la tête en disant, il y avait un contrat. Jamal n'a pas méconnu le contrat. Jamal reconnaît qu'il y avait un contrat avec la République, et lequel contrat a aussi pris en compte les transports. Lequel contrat a aussi pris en compte la douane, lequel contrat a aussi pris en compte le fret. C'est-à-dire que les contrats des maires, si du côté pénal, le détournement n'a pas été établi, puis ils sont acquittés, mais les civils restent. Dans les civils, c'est-à-dire les contrats de maires
Si le contrat n'est pas exécuté, il sera toujours poursuivi. Donc la charge à ce stade incombe toujours à Jamal de chercher à ramener les biens ici et continuer les travaux de construction de bâtiments. Il révèle que dans les cahiers des charges, il était clairement mentionné que cette société avait l'obligation de rendre ses maisons préfabriquées dans les lieux bien indiqués. Je demande à l'État congolais, vous voyez, Jamal était en prison, il vient de sortir. L'État peut aussi, tant soit peu, intervenir pour que la vitesse de la procédure de la vente aux enchères ne soit pas, en tout cas, entamée, de manière à ce que, non, soit entamée, soit empêchée plutôt, pour que ça ne continue pas. Parce que les ventes aux enchères, conséquence, c'est quoi? Nous allons perdre. Bien que la charge revient à Jamal, je demande à l'État de s'impliquer. S'impliquer du point de vue diplomatique, appeler peut-être le président tanzanien pour voir dans quelle mesure on a assez. En attendant que Jamal se mobilise à ramener les biens ici. Mais le contrat de bail entre Jamal et la République du Congo est qu'il est en droit de continuer ses travaux jusqu'à offrir aux Congolais les clés comme convenu dans les contrats. Notons que ces communicateurs de l'Union sacrée disent ne pas être d'avis que l'État congolais débloque encore de l'argent à moins qu'il soit prouvé qu'il a encore un engagement à dédouaner ses maisons. On va se rendre à la Commission électorale nationale indépendante. L'hôtel Sultani Rêvert, situé dans la baie d'Ngalema, sert des cadres depuis ce 12 juillet 2022 par la tenue de l'atelier d'élaboration du plan national de l'information et de la communication par ses assises. Denis Kadima, président de la centrale électorale, engage les participants à rédiger un document qui traduit en acte la nouvelle vision de l'image de la CENI. Précision avec Bienvenue. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a ouvert ce mardi 12 juillet la télé d'élaboration du plan national de l'information et de la communication à Sultani River, situé dans la commune d'Ngalema, en présence du rapporteur, de quelques membres de la plénière, mais aussi du secrétaire exécutif national. Il s'agit d'un vaste document de grande importance qui oriente la politique et les stratégies de la centrale électorale. La CENI veut avoir une nouvelle image, mais ça doit être profond. Ça doit se faire en réalité. De telle façon que quand nous communiquons, la communication cadre et correspond à notre comportement. Il ne peut pas y avoir de disparité entre le comportement et ce que nous communiquons. D'ailleurs, si ce que nous communiquons est le reflet de ce que nous vivons, c'est facile à exprimer. Notons que c'est le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Seya Moulela, qui a souhaité la bienvenue aux participants, agents et cadres de la CENI. Elle a rappelé de prime abord que la CENI a pour mission d'organiser à toute indépendance, neutralité et impartialité des scrutins libres, démocratiques et transparents. Elle a pour attribution notamment de vulgariser en français et langue nationale les lois relatives au processus électoral et référendaire, coordonner la campagne d'éducation civique de la population en matière électorale pour la réalisation d'un programme d'information et de sensibilisation des élections en français et en langue nationale. Patricia Sea. L'objectif général de cet atelier est d'améliorer l'organisation du processus électoral par une gestion efficiente de la communication institutionnelle et opérationnelle de la CENI. Cet objectif doit nous permettre d'une part de faire rayonner la nouvelle image et les valeurs nouvelles prônées par le management de la CENI, d'assurer l'accessibilité de l'information électorale aux parties prenantes et d'autre part de restaurer la confiance entre la CENI et les autres parties prenantes au processus électoral. Ici de rappeler que le président Denis Kadima a invité les participants à rédiger un document qui traduit en acte la nouvelle vision et image de la CENI. Pas de complaisance, a-t-il martelé. On va parler santé. Comme il a annoncé, les syndicats nationaux des médecins ont décidé de radicaliser leur mouvement de grève à partir de ce jeudi 14 juillet 2022. Son secrétaire général John Senga, qui a annoncé cette nouvelle mardi à son siège national, a indiqué par ailleurs qu'il s'agit de la polarisation des urgences sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à part les provinces sous état de siège. Selon le numéro 1 du SINAMED, son syndicat
ne réclament rien d'autre que le respect par le gouvernement des engagements contenus dans l'accord du 3 août 2021 et qui seraient mis en cause lors de l'atelier des Bibois. On l'écoute au micro de Joël Isselona. Le bureau exécutif national du SINAMED ASBEL a suivi avec intérêt le compte-rendu du Conseil des ministres du vendredi 8 juillet 2022. À l'issue de ce conseil, le gouvernement n'a pas manifestement tenu compte des propositions lui faites pour la sortie des crises qui se vit actuellement dans le secteur de la santé de notre pays. Le SINAMED constate tout simplement que le gouvernement de la République a suivi la voie des faucons qui se trouvent en son sein, c'est-à-dire qu'il a privilégié la raison du plus fort en lieu et place de la force de la raison. Le SINAMED ASBEL rappelle à l'opinion qu'il revendique tout simplement le respect par le gouvernement actuel des engagements contenus dans l'accord du 3 août 2021, engagements que le même gouvernement a tenté de mettre en cause lors de l'atelier organisé à Bibois du 16 au 25 juin de cette année. Les médecins répandus à travers le pays sont déterminés à défendre leurs acquis et ne voudraient pas se contenter des promesses non rattachées à la volonté de poser des actes dans le but d'apporter la paix sociale dans le secteur de la santé. Ainsi, la déception est très grande. Les médecins considèrent le rétropédalage du gouvernement comme une façon de leur dire que le travail qu'ils abattent nuit et jour pour soulager ou soigner la population ne vaut pas la peine. Après avoir écouté les propositions faites par les médecins à la base, à la suite du compte-rendu du gouvernement, le bureau exécutif national du SINAMED tient à informer l'opinion publique de la polarisation des urgences dans toutes les provinces de la République, hormis celles sous état de siège. Cette polarisation prendra cours à partir du jeudi 14 juillet 2022 pour une semaine. Si le gouvernement persiste à ne pas tenir compte des solutions de sortie des crises lui faites par le SINAMED ASBEL, la grève pourrait prendre d'autres issues dont la responsabilité n'incombera qu'au seul gouvernement. Que vive la République démocratique du Congo. Santé encore problématique de la vaccination contre la COVID-19 en République démocratique du Congo. La question était au menu des échanges entre la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Suivez ce reportage. À travers cette rencontre, Véronique Kilumbankoulou, vice-ministre à la Santé, a salué l'engagement de ses interlocuteurs par rapport à leur appui dans les secteurs, mais spécifiquement sur la vaccination contre la COVID-19. De son côté, le directeur adjoint du partenariat pour le déploiement des vaccins contre la COVID-19 a pour sa part justifié leur présence par l'appui qu'ils apportent à la RDC pour implémenter son plan national de la vaccination contre la COVID-19. On a échangé des priorités que nous on va au niveau global. On voit que au moment il y a des vaccins, il y a les financements et maintenant les pays sont en train d'implémenter. Et bon, on supporte les pays dans leur implémentation, de supporter leur, s'il y a des problèmes d'implémentation, de supporter ça, et aussi de supporter avec le plaidoyer, parce que au moment où on n'a pas encore donné accès au vaccin à tout le monde qui a besoin. Et puis il y a aussi il y a beaucoup de personnes de santé qui n'ont pas encore été vaccinées. Il y a des personnes âgées qui sont à haut risque, pas encore vaccinées. Et c'est important d'accélérer pour la population accès au vaccin
pour qu'ils soient protégés. C'était également l'occasion pour Véronique Kilumbankoulou de remercier les partenaires pour leur disponibilité à accompagner le ministère de la Santé dans la lutte contre la COVID-19 en RDC. Santé enfin, renforcer son système immunitaire, c'est aussi fournir au corps des protéines dont il a besoin pour lutter contre toute attaque extérieure et protéger l'organisme contre les germes, les bactéries. Pour cela, une alimentation équilibrée est aussi recommandée. C'est ce que dit Moutamba Mpoyo, spécialiste en nutrition. Un reportage signé Deborah Wamba. L'immunité fait référence à la capacité qu'a le corps de se défendre contre des substances menaçantes. Cependant, pour préserver toute la vigueur de nos systèmes de défense, certaines protéines sont également recommandées à travers une alimentation équilibrée. Il existe plusieurs sources de protéines, dont certaines proviennent des aliments d'origine animale et d'autres végétales. Parce que nous parlons des protéines, nous faisons essentiellement allusion aux aliments d'origine animale qui apportent des protéines et aux aliments d'origine végétale qui apportent des protéines. Là, nous parlerons essentiellement du poisson, toute catégorie de poisson, de la viande, toute catégorie de viande, des œufs, du lait, nous parlerons des insectes, dont les chenilles, les grillons, ainsi de suite. Quant à la question de savoir comment équilibrer son alimentation, le docteur Moutamba Mpoyo explique. Du côté végétal, nous avons essentiellement les légumineuses. Les légumineuses, nous trouvons des arachides, les haricots, les petits pois et les courges. Donc, ainsi de suite. Par saison, il y a une sorte de fruit, une sorte de légumes. Si j'ai parlé des protéines et que je les ai citées, maintenant, nous pouvons aussi citer les légumes et les fruits. Nous avons le pondou, nous avons les amarantes qu'on appelle généralement vitekotekou à Kinshasa, nous avons ce qu'on appelle le pointe noire ou les bilolo, nous avons toute une série, nous avons les choux, même les carottes et les tomates font partie des légumes. Son système immunitaire, une banale éraflure deviendrait fatale puisque l'éraflure expose nos tissus à une foule de microbes naturellement présents dans l'air, dans l'eau et sur la peau. Du journal, je reçois sur ces plateaux Jeff Mbiye. Il est au cadre de la société civile du Haut-Katanga. Monsieur Jeff Mbiye, bonsoir. Bonsoir, madame. Les fils et filles du Haut-Katanga s'étaient retrouvés il y a peu autour d'une même table, justement pour scruter les maux qui gangrènent la province. Quelques mois après la tenue de cette conférence intercommunautaire, quelle est la situation actuelle de la province du Haut-Katanga? Oui, merci beaucoup, madame. À l'initiative du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui a une table ronde qui a été organisée au niveau de la province du Haut-Katanga, mais du moins, ça réunissait les ressortissants ou les notables du Grand Kasaï et du Grand Katanga. La cause est qu'avec tout ce qui avait escalade liée à la haine tribale, non aussi à l'intolérance politique, il était important, avec toutes les plaintes présentées par certains notables du Katanga, notamment les députés nationaux, auprès du chef de l'État. Le chef de l'État estimait bien, au lieu de discuter avec les notables tout seuls, il était important qu'on discute cette fois-là avec toutes les parties prenantes, notamment ceux qui sont politiques, les socioculturels, les mouvements associatifs, et comprendre quel est le vrai problème et apporter des solutions. C'est ainsi que la commission de 27 personnes a été instituée qui devait consulter toutes les parties prenantes et du côté Katanga et du Kasaï. Et à l'issue de cette table ronde, il y a eu des recommandations qui ont été formulées et même un engagement pris par toutes les parties prenantes. Et il faut le dire aujourd'hui, après on est presque 2-3 mois, il faut dire que les retombées sont positives en termes de paix et de la stabilité politique. Pourquoi? Parce qu'on reprochait du fait que les motards avaient tendance à occuper un espace qu'ils appellent un endroit mythique, l'espace Moïse Tchombe, notamment au niveau de la poste. Ça faisait partie des éléments déclencheurs plutôt.
Et puis, il y avait certains politiques qui voulaient aussi, pourquoi pas, aussi interpréter mal certains engagements. N'oubliez pas que nous venons de passer une limitation socio-culturelle et politique où les régimes actuels viennent d'avoir le pouvoir. C'est là qui étaient les bénéficiaires de notre régime, ne voyaient pas d'un bon œil ce qui s'était passé. Il est important qu'on en discute. Aujourd'hui, les gens vivent en paix au niveau de la province du Haut-Katanga, parce qu'on a carrément donné le plein pouvoir au maire de la ville, qui assume l'intérim aujourd'hui, Mme Lauriane Mouewa, qui a interdit l'accès, surtout il a délimité la zone de sécurité pour accéder au centre-ville pour les motards, et ce qui a fait que ça a baissé carrément la tension. Mais il faut aussi signaler qu'une autre décision était celle carrément de réduire des menaces qui représentaient les enfants en héritier avec des liens familiaux et pourquoi pas aussi à confier avec la loi. C'est ainsi que tous ces jeunes qui insécurisaient la population à Lubumbashi, qu'on pensait que la plupart venaient du Kasaï, ont été récupérés, ramassés et ramenés au centre de Kanyamakasese. Et aujourd'hui, dans les centres-villes, on ne vit plus la tension qu'il y avait entre communautés. Mais il faut aussi reprocher du fait que l'utilisation abusive des réseaux sociaux, où quelqu'un derrière les claviers peut proférer des menaces contre une autorité, contre une communauté, et les autres relayent. Et c'est là qu'il faut beaucoup plus travailler sur le vivre ensemble, sur le civisme, et pourquoi pas aussi à l'usage rationnel de tout ce qui est comme téléphone Android. Le vivre ensemble doit être réellement un devoir. Et nous, en tant que membres de la société civile, étant donné que le chef de l'État était l'initiateur, nous avons accompagné ce processus et nous espérons bien que les recommandations formulées, toutes les parties prenantes vont mettre ça normalement en compte dans leur pratique, que ce soit au niveau des institutions étatiques, au niveau des mouvements associatifs, et aussi, pourquoi pas, aussi au niveau des politiques. Oui, on parle également de l'insécurité dans la province du Haut-Katanga. Les cas les plus récents, déjà le lundi 11 juillet, il y a 85 bandits qui étaient arrêtés et puis présumés, voilà, merci, et qui ont été présentés au gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué. Quelles sont des solutions justement pour pallier à ce problème d'insécurité? Bon, des solutions durables, ce sera difficile de les présenter parce que les réalités sécuritaires du Haut-Katanga remontent d'un passé récent et lointain et qu'il faut beaucoup cette fois-là travailler, notamment dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité, avec les innovations liées à la police de proximité de 2013. Parce qu'à travers la réforme du secteur de sécurité, notamment de la police, on a créé ce qu'on appelle les comités locaux de sécurité de proximité et aussi les forums des quartiers. Ce qui fait que la gouvernance sécuritaire locale a besoin de la contribution. D'ailleurs, la réforme a besoin de l'appui et l'appropriation de la communauté. La population devait s'approprier de la police qui est un service, parce que la police est un service pour la communauté. Et avec la police de proximité, c'est que la population, à travers les conseils de sécurité, plutôt conseil local de sécurité de proximité, chaque entité analyse son environnement sécuritaire et apporte des solutions appropriées. Notamment au niveau des communes, vous avez les bourgmestres qui est comme le président du comité local de sécurité de proximité. La police joue le secrétariat, la société civile et la communauté. Mais au niveau des forums des quartiers, vous avez les chefs des quartiers qui a un commissaire à ses côtés comme secrétaire, et la population et la société civile travaillent ensemble, parce que la population connaît bien ces réalités et rapporte ces éléments, et ensemble on prend des stratégies pour sécuriser et la communauté et les quartiers. Donc la solution doit provenir de la base pour atteindre les sommets. C'est que la solution d'abord c'est à chaque niveau de responsabilité. Au niveau du Haut-Katanga, il faut mettre d'abord en place tous les comités locaux de sécurité de proximité qui manquent, parce que dans les 34 ETD que nous avons, ces quantités territoriales décentralisées qui constituent le Haut-Katanga, nous n'avons que 2 communes qui ont aujourd'hui la police de proximité et les comités locaux de sécurité de proximité. Ce qui fait que nous avons au moins 32 qui en manquent. Bon, une autre situation, c'est également le social. Oui. Les sociales de la population dans la province du Haut-Katanga. Quels sont les défis auxquels font face les habitants de la province du Haut-Katanga, surtout du point de vue social? Bon, c'est une situation qui est générale sur l'étendue nationale et qu'il faut beaucoup travailler.
à chaque niveau de responsabilité, parce que n'oubliez pas que nous avons choisi un régime semi-présidentiel à forte décentralisation, avec des autonomies qu'on a accordées aux ETD, c'est qu'au niveau des quartiers, disons au niveau des communes, mairies, mais aussi au niveau des provinces. Les réalités sont là. Nous avons des plans quinquennaux, les plans quinquennaux pour la province du Haut-Katanga, les plans de développement local au niveau des mairies, mais ces plans ne sont pas utilisés. Et ce qui fait que aussi longtemps que le gouvernement n'améliore pas l'environnement pour permettre à un opérateur économique de fructifier ses avoirs, ce sera compliqué. Pour moi, je pense que les pommes du Haut-Katanga, c'est aussi un pomme qu'on trouve dans toutes les provinces, où vous avez les provinces minières, les opportunités sont profitables plus aux étrangers, aussi aux politiques, mais la communauté ne retrouve pas sa part. Et ce qui fait que l'impact est réellement faible sur le plan social et économique. C'est vrai que nous sommes dans une province minière avec des innovations du code minier, la redevance minière qui est là, les cahiers des charges et la dotation de 0,3%, mais qu'on ne voit pas les retombées. Pourquoi pas? C'est l'affectation. Jusqu'à on n'a pas encore atteint un niveau de la bonne gouvernance de l'affectation responsable et judicieuse qui devait permettre à la population de voir les retombées de l'exploitation minière. Ce sont là les difficultés que nous vivons, pas seulement dans la province du Haut-Katanga, mais c'est dans toutes les provinces minières où la thèse de la malédiction hollandaise continue à être soutenue, c'est que la malédiction des ressources naturelles. Et les sociales posent réellement un problème. Il y a des efforts qui sont fournis sur le plan des infrastructures, notamment les infrastructures routières. Il y a aussi les problèmes liés à la hausse des prix des maïs, parce que le gouvernement provincial a développé une politique d'appui aux petits cultivateurs, où il amène des intrants et lors de la récolte, il y a au moins de 20%, 30% qu'on remet au gouvernement provincial pour avoir son stock. Parce qu'à chaque période de soudure, les prix des maïs, il faut reconnaître les sacs qui étaient de 20 000 francs jusqu'à 100 000. Jeff Mbiye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes au cadre de la société civile du Haut-Katanga. Merci madame, je suis très honoré pour cette invitation, pourquoi pas aussi pour ce débat citoyen constructif. Merci beaucoup. Ce journal est terminé, mais pour tous ceux qui nous ont pris en cours des diffusions, le rappel des titres, la marche de soutien au FARDC organisée par l'intersyndicat du Congo a été annulée ce mercredi 13 juillet par l'hôtel des villes de Kinshasa. Tôt ce matin, un dispositif sécuritaire a été déployé pour disperser les marcheurs, un geste qualifié de sabotage par l'intersyndicat du Congo. Et des réactions se suivent au lendemain de la menace du gouvernement tanzanien de vendre aux enchères les maisons préfabriquées commandées par la République démocratique du Congo, bloquées depuis 2020 à Dar es Salaam. Maître Joe Mukuna révèle que dans le cahier des charges, il était clairement mentionné que cette société avait l'obligation de rendre ces maisons préfabriquées dans les lieux bien indiqués. Enfin, il faut une alimentation équilibrée pour renforcer son système immunitaire et fournir au corps des protéines dont il a besoin pour lutter contre toute attaque extérieure et protéger l'organisme contre les germes et les bactéries. C'est ce que dit Mutamba Mpoyo, spécialiste en nutrition. Voilà ce qui vient complètement boucler cette session d'information sur les antennes du Congo Buzz Télévision. L'information est en continu sur notre site internet www.congobuzz.net, mais également sur notre chaîne YouTube. Au revoir.